Le jour de mon 29e anniversaire, mes parents sont entrés dans mon studio parisien sans même prendre la peine de frapper. Ils se sont avancés avec cette assurance tranquille de ceux qui considèrent tout espace qui m'appartient comme une extension du leur. Mon père, Jean, a traversé la pièce et a laissé tomber un dossier sur ma table de cuisine. Le bruit sec et mat du carton sur le bois a résonné comme le point final d'une conversation que je n'avais même pas commencée. C'était comme s'il me présentait la facture de mon existence, le décompte final de tout ce que je leur devais. Jean a eu un petit rire, ce rire doux et satisfait qui a la particularité de remplir une pièce plus vite que la fumée, un son qui annonçait toujours une victoire pour lui et une perte pour moi. Ma mère, Monique, est restée debout, droite et immobile, comme si s'asseoir aurait été une concession. Elle a simplement tapoté le dossier du bout des doigts, son alliance en or produisant un cliquetis discret contre la surface cartonnée. « L'avenir de ta sœur est maintenant assuré », a-t-elle déclaré, sa voix dénuée de toute émotion, comme si elle lisait une simple ligne de compte. Ils n'ont jamais remarqué, dans leur triomphe silencieux, la bougie d'anniversaire à moitié consumée sur le petit gâteau posé derrière eux, sa flamme vacillant jusqu'à s'éteindre dans une volute de fumée grise. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai même pas demandé pourquoi. La futilité d'une telle question était une leçon apprise depuis longtemps. Une seule interrogation a traversé mon esprit, silencieuse et tranchante, combien de temps leur faudrait-il pour réaliser que ce qu'ils avaient pris ne m'appartenait pas, et que je n'avais donc rien à perdre? J'avais compris très tôt dans ma vie que le silence était une armure bien plus efficace que n'importe quelle supplique. En grandissant, leur maison de campagne en Provence avait toujours résonné de la vie de quelqu'un d'autre. C'étaient les leçons de piano de ma sœur Chloé, des arpèges cristallins qui flottaient dans les couloirs et semblaient polir les meubles anciens. C'étaient les encouragements de ma mère depuis la cuisine, des exclamations joyeuses qui ponctuaient la partition de Chloé. C'était la voix de mon père, Jean, un baryton puissant qui énumérait les plans grandioses qu'il avait conçus pour elle, jamais avec elle. Je me déplaçais au milieu de ce bruit, de cette musique de leurs attentes, comme une ombre, une silhouette discrète veillant à ne jamais interrompre la mélodie. L'argent fut la première chose qu'ils prirent sans demander. J'avais 17 ans lorsque mon père a emprunté les économies de mon petit boulot. Il se tenait dans l'embrasure de ma porte, faisant tinter ses clés de voiture, son regard fuyant. C'était pour quelque chose d'important, avait-il dit, un investissement pour la famille. Il ne m'a jamais précisé la nature de cet investissement. Ma mère m'a dit de ne pas être mélodramatique, que dans une famille, tout se partageait. Chloé a eu une nouvelle robe cette semaine-là, une création coûteuse qui a flotté autour d'elle comme un nuage. J'ai fait le calcul toute seule. À 20 ans, j'avais appris à garder mes victoires modestes et mes ressources cachées. Lorsque j'ai obtenu ma première certification en cybersécurité, un diplôme qui représentait des mois de travail acharné, mon père a parcouru le document d'un œil distrait avant de me demander si je pouvais enfin régler ses problèmes de mots de passe. Ma mère a immédiatement changé de sujet pour parler du stage prestigieux que Chloé venait de décrocher. Ce soir-là, au dîner, une seule histoire comptait, et ce n'était pas la mienne. Alors, j'ai travaillé en silence, avec une constance acharnée. Chaque heure supplémentaire passée au bureau, chaque mission en freelance acceptée le week-end, chaque invitation déclinée pour rester concentré sur mon objectif. Je canalisais tout cet argent vers un compte épargne, de la même manière que certains tiennent un journal intime. Les chiffres sont devenus ma chronologie, le témoignage silencieux de mes sacrifices. Mes 20 ans se sont écoulés à l'intérieur de feuilles de calcul que personne d'autre ne lirait jamais. Je vivais alors dans un studio exigu. Les murs étaient si fins que j'entendais les conversations de mes voisins, le chauffage cliquetait comme un vieil homme à l'agonie, en hiver, je devais scotcher le cadre de la fenêtre pour empêcher le vent de siffler à travers les fentes. Pourtant, chaque mois, je transférais ce que je pouvais, 100, 300, parfois 1 000 000 d'euros lorsqu'une prime tombait. J'ai regardé le solde grimper lentement, comme de l'eau remplissant un verre fissuré. Jamais vite, jamais proprement, mais de manière constante. La partie la plus trompeuse était la fierté que je ressentais. Non pas à cause de l'argent lui-même, mais parce qu'il était à moi, quelque chose d'intact, quelque chose que personne n'avait encore réécrit ou redirigé vers Chloé. Je portais ce compte comme la preuve secrète que je n'étais pas entièrement invisible, que je pouvais construire quelque chose de solide dans le silence. Mais chaque année, ma famille trouvait de nouvelles façons de me rappeler ma place. La fête de remise de diplôme de Chloé a duré une semaine entière, un festival de champagne et de louanges. La mienne s'est terminée avant que le glaçage du gâteau n'ait eu le temps de fondre.
Lors de la célébration de son premier emploi, les parents et amis ont porté des toasts à son avenir brillant. Lorsque j'ai obtenu une promotion, mon père m'a tendu une liste de factures qu'il avait besoin que je couvre, juste pour ce mois-ci. Ma mère a souri de cette manière douce et pleine de pitié, et a dit aux autres que cela ne me dérangeait pas d'aider. Tout le monde a hoché la tête, supposant que la générosité était un trait de ma personnalité plutôt que mon seul choix pour maintenir une paix précaire. Le pire moment est arrivé il y a 6 ans. Je venais de terminer un projet majeur, le genre de réalisation qui transforme une carrière. Je suis entré dans le salon de leur maison de campagne en Provence, espérant, même si je savais que c'était insensé, une petite marque de reconnaissance. Au lieu de cela, ils étaient déjà en pleine conversation sur la nouvelle idée de Chloé, un projet d'entreprise qui nécessitait un capital de départ considérable. Je suis resté là, mon dossier à la main, me sentant comme une invitée arrivée à la mauvaise fête. C'est ce jour-là que j'ai compris ma place dans cette famille. Pas la star. Pas même le second rôle. Juste la ressource, la banque qu'ils avaient oubliée et qui pouvait un jour se tarir. Mon père a donc poussé le dossier sur ma table de cuisine, avec le geste mécanique d'un coursier livrant des documents déjà signés. Les coins du dossier étaient usés, comme s'il avait été manipulé de nombreuses fois avant de m'être présenté. Ma mère ne s'est pas assise. Elle flottait derrière lui, les bras croisés, son regard balayant l'appartement comme on inspecte une chambre d'hôtel dans laquelle on ne prévoit pas de rester longtemps. J'ai ouvert le dossier, car l'immobilité était la seule chose en laquelle j'avais encore confiance. La première page était une confirmation de retrait. Le chiffre au bas de la page n'a pas eu de sens au début. Mon cerveau a refusé d'attacher une signification à quelque chose d'aussi net, d'aussi absolu. 2 900 000 €. 10 ans d'heures supplémentaires, de vacances sacrifiées, de primes économisées, de salaires divisés en portions prudentes, tout cela s'était évaporé en une seule signature. Mon père a laissé échapper ce petit rire bref, celui qu'il utilisait chaque fois qu'il parlait d'une bonne affaire. « Merci », a-t-il dit en tapotant la page. « Ton argent a assuré l'avenir de ta sœur. » La pièce est devenue si silencieuse que le bourdonnement du réfrigérateur a semblé assourdissant. Ma mère a ajusté la manche de son chemisier. « Tu l'aurais gaspillé de toute façon », a-t-elle ajouté. Sans cruauté, sans colère, juste avec une certitude absolue. Quelque chose en moi s'est arrêté. Pas un sentiment, pas une pensée, mais un mouvement. Une pause. Le genre de pause qui se produit lorsqu'une personne voit enfin la vérité, nue et sans ses excuses. Chloé n'était pas là, mais son nom résonnait dans chaque mot qu'il prononçait. Son avenir, ses besoins, son monde. Le mien n'a pas été mentionné, pas une seule fois. J'ai senti ma main planer au-dessus du dossier, figée à mi-chemin vers quelque chose qui n'existait plus. Je l'ai abaissé lentement, comme on pose un objet qui ne nous appartient pas. Ils ont continué à parler. Des plans, des échéanciers, une rénovation que Chloé voulait pour son entreprise, un dîner de remerciements auquel ils supposaient que j'assisterais. Chaque mot flottait devant moi, comme si j'étais le mur qui absorbait leur voix. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas demandé pourquoi. C'étaient des habitudes d'une version de moi-même qu'ils avaient trop bien dressée. Au lieu de cela, j'ai laissé le silence s'installer entre nous, lourd, délibéré, sans équivoque. Puis j'ai fait la seule chose à laquelle ils ne s'attendaient pas. J'ai ri, moi aussi. Pas fort, pas de manière moqueuse. Juste une expiration silencieuse transformée en un son qu'ils ont pris pour de la résignation. Mais ce n'était pas de la résignation. C'était le moment où j'ai cessé de prétendre qu'ils allaient un jour me voir. J'ai ri parce que ce qu'ils avaient pris n'était pas mes véritables économies. Le dossier qu'ils avaient laissé tomber sur ma table contenait des chiffres qu'ils croyaient m'appartenir. Et techniquement, cela avait été le cas pendant un certain temps. Assez longtemps pour qu'ils fassent confiance au solde, pour qu'ils supposent que c'était le seul compte que je possédais. Assez longtemps pour que leur confiance les rende négligents. Ils pensaient tout comprendre de la façon dont je vivais. Pragmatique, silencieuse, prévisible. Ils n'ont jamais compris ma façon de me préparer. 3 ans plus tôt, tard dans la nuit, dans le silence de mon bureau, j'avais créé une structure parallèle. Un compte épargne-leur qui reflétait mes véritables économies et mes habitudes. Des dépôts à intervalles réguliers, des montants suffisamment raisonnables pour paraître authentiques, une cadence de transfert identique à la façon dont j'avais construit ma vie. Mais son but n'avait jamais été d'être dépensé.
Il existait pour être touché par les mauvaises mains. Le matin après mon anniversaire, le silence était revenu dans mon studio. Le dossier reposait exactement là où mon père l'avait poussé, son coin légèrement corné à l'endroit où mon pouce s'était posé. J'ai préparé du café, regardé la vapeur monter en spirale, et posé la tasse à côté de mon ordinateur portable. C'était un petit rituel, le genre qui stabilise une pièce. J'ai ouvert mes journaux de log. Chaque virement jamais effectué vers le compte leur était organisé dans une feuille de calcul avec des eurodatages, des annotations et une colonne avec un code couleur pour le comportement attendu. J'avais cartographié le moment exact où un retrait suspect déclencherait une alerte à la fraude du système que j'avais contribué à concevoir des années auparavant. Les alertes étaient déjà actives. Au moment où ils avaient accédé à cet argent, l'algorithme avait commencé son travail silencieux. Mes véritables économies, intactes, vivaient ailleurs, dans un sanctuaire numérique inaccessible. J'ai parcouru la piste d'audit que j'avais construite. La réplication des schémas de dépôt, les soldes en miroir, l'absence délibérée de toute facture personnelle ou de paiement qui lierait le compte à ma vie quotidienne. C'était propre, suspicieusement propre, et c'était exactement le but. Mes parents avaient pris ce qui ressemblait à l'œuvre d'une vie, sans savoir que cela avait été conçu précisément pour ce moment. J'ai envoyé un unique SMS à mon avocat. Ils ont accédé au compte signalé. Un instant plus tard, sa réponse est arrivée, procédé. Aucune explication, aucun sermon, aucune indignation. Nous avions répété cette phrase exacte des mois auparavant. Mon avocat m'avait toujours dit que certaines vérités n'avaient pas besoin d'être dites à voix haute. Elles avaient juste besoin de documentation. J'ai fermé les messages et ouvert un autre dossier, sobrement intitulé dans les archives de mon ordinateur. À l'intérieur se trouvaient des relevés, des paiements, des virements, des copies de mails et des captures d'écran de soldes de la dernière décennie. Tout ce que j'avais jamais mis de côté pour moi était détaillé en lignes épurées. J'ai ajouté la nouvelle capture d'écran, le solde du compte l'heure, à 0. Pendant un instant, le curseur a clignoté au milieu d'une cellule vide, une petite pulsation de lumière. J'ai expiré lentement et fermé la fenêtre. L'action suivante fut plus simple que je ne l'avais imaginé. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai retiré mes parents de chaque prélèvement automatique qu'ils m'avaient demandé de couvrir, temporairement, au fil des ans. Je les avais maintenus par habitude, non par loyauté. Un par un, j'ai annulé les paiements programmés, assurances, factures d'électricité et de gaz, une contribution mensuelle qu'ils insistaient être pour les urgences familiales. Chaque annulation produisait un léger clic. C'était la frontière la plus silencieuse que j'ai jamais tracée. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit une liste, non pas de ce qu'ils me devaient, mais de ce que je ne leur devais plus. La liste était courte, plus courte que prévu. J'ai barré la dernière ligne d'un seul trait de stylo. Au bureau, les lumières fluorescentes étaient comme d'habitude, blanches, plates et stables. Léo est passé devant mon bureau cet après-midi-là, jonglant avec son déjeuner et une pile de rapports. Il m'a jeté un coup d'œil, puis à mon écran, puis m'a offert un signe de tête discret, comme s'il sentait quelque chose dans ma posture qui n'était pas là auparavant. J'ai retourné son signe de tête, rien de plus. J'ai passé le reste de la journée à examiner une proposition pour un contrat à venir, vérifiant les exigences de cryptage et les flux d'accès. Ma concentration était vive, presque surnaturelle. Quand le bureau s'est calmé vers le soir, je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai ouvert un dossier de notes personnelles que je tenais depuis des années, des idées pour mon propre projet, des stratégies que je n'avais jamais montrées à mes parents car ils les auraient jugées irréalistes. J'ai relu chaque ligne, non pas avec regret, mais avec clarté. Le soir, chez moi, je me suis versé un verre de vin rouge et je me suis assise à ma table. Le dossier qu'ils avaient apporté était toujours là. Je ne l'ai pas touché. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon vrai compte épargne et j'ai regardé le solde, stable et entier, intouché par quiconque sauf moi. J'ai laissé les chiffres s'installer dans ma poitrine comme une encre. J'ai pris une autre gorgée de vin et j'ai parcouru mes documents une dernière fois. Les journaux du compte signalé, les déclencheurs d'audit, l'index des incohérences que le retrait présenterait inévitablement aux agents de conformité. Tout se déroulait exactement comme prévu. Il n'y avait pas de rage en moi. Pas de tremblement, juste une immobilité sculptée par des années de sous-estimation. Mes parents m'avaient appris le coup du silence. J'avais simplement appris à l'utiliser différemment. J'ai fermé le dossier doucement, mes doigts ne laissant aucun son sur la couverture.
La bougie d'anniversaire à moitié consumée était sur le comptoir, un petit morceau de cire plié sur le côté. Je l'ai prise, j'ai examiné sa forme tordue, puis je l'ai reposée. Cette fois, je ne réparerai pas ce qu'ils avaient cassé. La première alerte est arrivée alors que je versais mon café du matin. Une douce vibration sur le comptoir, l'écran s'illuminant avec une notification de la banque. Activité inhabituelle détectée. Je l'ai fixé un instant, la vapeur de ma tasse me frôlant le visage comme pour me rappeler de respirer. Puis mon téléphone a sonné. Le numéro de mon père. Sa voix a explosé dès que j'ai répondu. Manon, qu'est-ce que tu as fait? La banque a tout gelé. Tous les comptes. Ils disent qu'il y a une enquête. Je me suis appuyé contre le comptoir, regardant la lumière du soleil ramper sur le sol. J'ai aussi reçu une alerte, ai-je dit calmement. On dirait une vérification pour fraude. Ne joue pas à ça avec moi. A-t-il aboyé. Ils pensent qu'on a blanchi de l'argent. Ils examinent les virements. Ils posent des questions sur les schémas de transaction. Les schémas? La chose exacte sur laquelle j'avais bâti le piège. Avant que je puisse répondre, la voix de ma mère a fusé à travers le haut-parleur, aiguë et frénétique. Règle ça, Manon. Tu ruines notre réputation. Chloé est en larmes. Ton père n'arrive plus à respirer. J'ai porté la tasse à mes lèvres. Vous voulez dire l'avenir? Celui que mon argent était censé assurer? Le silence qui a suivi a ressemblé à une porte se fermant enfin. J'ai mis fin à l'appel et ouvert mes emails. Une autre alerte, cette fois de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ACPR. Compte signalé. En cours d'examen. Pas le mien. Celui de mes parents. Puis une autre mise à jour, de mon avocat cette fois. Ils ont déclenché l'audit complet. Restez en attente. Tout s'est enchaîné en ligne droite après cela, comme des dominos tombant dans l'ordre où ils avaient été placés des années auparavant. À la mi-journée, mes parents avaient appelé 8 fois. Chloé, 2 fois. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai examiné un projet de contrat à mon bureau, annotant en rouge les sections qui nécessitaient des éclaircissements. Mon stylo était stable, mon rythme cardiaque calme. Ce soir-là, les actualités régionales ont diffusé un court reportage. Un couple local sous enquête pour suspicion de malversation financière. La caméra a surpris mes parents devant leur maison. Mon père se disputait avec quelqu'un hors champ. Ma mère protégeait son visage des questions du journaliste. Leurs expressions étaient le miroir de l'arrogance qu'ils avaient affichée dans mon studio. Sauf que maintenant, la confiance avait disparu. J'ai regardé l'écran en silence, laissant leur voix se fondre dans le bruit de fond. La pièce semblait immobile, éclairée uniquement par la lueur du téléviseur. Le lendemain matin a apporté une escalade. Des coups secs et urgents ont secoué la porte de mon studio. J'ai ouvert pour trouver ma mère, les cheveux en désordre, son parfum mêlé à une odeur de panique. Elle est entrée en me bousculant avant que je puisse dire un mot. « Manon, écoute-moi », a-t-elle dit, arpentant la pièce comme un animal en cage. Les enquêteurs sont venus à la maison. Ils ont posé des questions sur des virements, des relevés manquants. Ton père a failli s'évanouir. Ça ne peut pas arriver. Pas à nous. Je me suis adossé au comptoir, au même endroit où je me tenais quand ils m'ont dit qu'ils avaient tout pris. Ma voix est restée égale. Je vous avais dit de ne pas toucher à ce qui ne vous appartenait pas. Elle s'est figée. Nous sommes tes parents. Tout ce que nous avons fait, c'était pour la famille. Pour Chloé, ai-je corrigé. Ses yeux ont brillé, mais les larmes n'ont pas adouci son ton. Tu nous as piégés. Non, ai-je dit. Vous êtes entrés dans un système que vous ne compreniez pas. Et vous avez supposé que je ne le comprendrais pas non plus. Ses épaules se sont affaissées. S'il te plaît, aide-nous. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à négocier. Le jour suivant, le tournant final s'est produit. Des emails, des lettres, un avis formel confirmant l'audit, puis le message de mon avocat qui a tout réglé. Ils ont accédé au compte signalé. L'enquête se déroule exactement comme prévu. Je suis sorti sur mon balcon, laissant l'air tiède caresser mon visage. En bas, la ville bourdonnait de son indifférence habituelle. Derrière moi,
le téléviseur rediffusait le reportage. Les voix de mes parents résonnaient faiblement à travers la vitre. Ils ne m'avaient pas seulement volé. Ils étaient tombés tout droit dans un piège que je leur avais tendu des années auparavant. Et tout ce que j'avais fait, c'était d'arrêter de les sauver d'eux-mêmes. La pluie a commencé ce soir-là, un rideau doux contre les balustrades du balcon, assez silencieux pour que je puisse entendre chaque goutte tomber. Je suis sorti avec une tasse qui me réchauffait les mains. La ville s'estompait derrière la brume. L'air sentait légèrement le béton mouillé, ce genre d'odeur qui donne l'impression que tout a été lavé à neuf. À l'intérieur, mon téléphone vibrait avec des mises à jour, des articles, des messages, des demandes. Je les ai laissés en attente. Le monde pouvait avancer sans moi, pour une fois. Sur la table à côté de moi se trouvait une photographie que mon père avait envoyée des mois plus tôt, nous trois sur une plage, la lumière du soleil frappant nos visages de manière inégale, ma version plus jeune perchée sur ses épaules. J'ai soulevé la photo, traçant le bord où le papier s'était ramolli avec le temps. C'était comme tenir une histoire qui ne m'appartenait plus. Le travail avait été stable cette semaine. J'avais signé 2 nouveaux contrats, répondu à des questions lors de réunions où mes opinions comptaient, et traversé des couloirs sans me sentir comme une remplaçante. Léo était passé devant mon bureau cet après-midi-là, m'offrant un petit sourire sans rien demander. C'était suffisant. Une lettre attendait dans ma boîte aux lettres. L'écriture de Chloé, inégale et peu familière. Elle écrivait qu'elle s'était inscrite à un programme d'aide à la réinsertion financière pour les femmes, qu'elle comprendrait si je ne voulais pas répondre. Il n'y avait aucune accusation, seulement une reconnaissance silencieuse de tout ce qu'elle n'avait pas vu jusqu'à présent. J'ai posé sa lettre à côté de la vieille photographie et j'ai regardé la pluie strier la vitre du balcon. Plus tard, j'ai conduit jusqu'à la côte atlantique. Le même bout de sable que sur la photo, la même marée qui monte et qui descend. Je me suis tenu là où les vagues pouvaient atteindre mes pieds et j'ai senti l'eau s'enrouler brièvement autour de mes chevilles avant de se retirer. Je vous pardonne, ai-je murmuré au vent. Pas pour eux. Pour moi. Certaines frontières ne sont pas verbales. Elles se dessinent au moment où vous cessez de retourner aux endroits qui vous ont appris à vous sentir petite. Ma famille a cru un jour que je porterais leurs erreurs pour toujours. Que mon silence signifiait l'obéissance plutôt que la compréhension. Mais la vérité était simple. Je n'ai pas brisé le cycle. J'en suis simplement sorti. L'océan derrière moi bougeait en rythme calme, régulier, imperturbable. J'ai pris une dernière bouffée d'air salin et je suis retourné vers ma voiture, laissant le passé là où il devait enfin rester. Si vous voulez d'autres histoires racontées dans ce genre de vérité tranquille, restez pour la prochaine.